Salam alaikum, bonsoir Azul Flaoun, marhaba bikoum à cette couverture spéciale sur l'affaire Al-Magharibia dont les programmes avaient été arbitrairement interrompus à la suite des pressions exercées par le régime algérien sur Eutelsat qui diffusait depuis ses satellites les programmes de la chaîne. Ainsi, la justice française a estimé légitime la procédure d'Al-Magharibia contre Eutelsat et considère dans une première phase que cette interruption des programmes de la chaîne Al-Magharibia n'a pas obéi à une stricte observance du droit et l'a donc débouté de sa demande pour empêcher Al-Magharibia de faire valoir ses droits. Un jugement sur le fond aura lieu le 23 octobre prochain pour mettre définitivement fin, nous l'espérons, à cette grave atteinte au droit d'informer. Une manœuvre dirigée de façon scélérate par les autorités algériennes. Donc c'est le sujet de notre émission de ce soir par rapport à cette affaire Al-Magharibia. Est-ce que c'est une affaire qui va vers le dénouement? Est-ce que cette affaire et comment sera la suite surtout de cette affaire? Et pour en parler, nous allons accueillir beaucoup d'invités ce soir. Et alors tête Jamaldine Benchenouf, notre ex-collègue, ex-journaliste Al-Magharibia. Jamaldine Benchenouf, bonsoir. Bonsoir Houssine, merci de m'inviter. Je suis très content d'être avec vous, avec cette équipe qui a été la mienne pendant des années et que je retrouve maintenant pendant ma retraite, j'allais dire. C'est toujours le cas, j'espère. Oui. En principe, ça devrait être le cas. Jamaldine, tu connais très bien Al-Magharibia, bien sûr, pour ne pas dire parmi les fondateurs d'Al-Magharibia, pour avoir au moins, en tout cas, animé des émissions en français. Et peut-être un bref historique sur ces attaques justement du régime contre Al-Magharibia s'impose. Oui, c'est vrai. Tu sais très bien, Houssine, puisque nous avons tout le temps travaillé ensemble, que le régime algérien a tout de suite considéré la chaîne Al-Magharibia comme une menace contre sa mainmise sur le pouvoir. Je dis sa mainmise parce que ce n'est pas un État légitime porté au pouvoir par des élections propres et sincères. Nous savons très bien, comme c'est le cas aujourd'hui de l'actuel président, dont tout un chacun sait qu'il a été installé quasiment de force par l'ex-feu chef d'état-major, Gaïd Saleh, Rabbi Rahmou ala kulli hal, et qu'il a été reconduit à son second mandat malgré le scandale des élections présidentielles, dont les Algériens savent quelque chose, et malgré les 2 boycotts massifs contre la présidentielle. Alors je vais rappeler quelques faits qui montrent combien ce régime craint Al-Magharibia. Et d'abord, il faut dire pourquoi il la craint. Parce qu'il y a Jamaldine Benchenouf dedans. Non, je n'aurais jamais cette prétention. Magharibia, elle a eu des journalistes vraiment talentueux et surtout sincères. C'est des gens qui ne sont instrumentés par personne, qui n'appartiennent à aucun clan, qui ne règlent pas des comptes, et qui sont tous animés, quelle que soit leur mouvance politique respective. Ils sont tous animés par une véritable foi démocratique. Nous croyons tous en la démocratie et nous croyons tous en le peuple qui devrait être le seul souverain pour choisir ses institutions, ses dirigeants. Donc, Al-Magharibia, dès le début, moi je m'honore d'avoir été le premier invité d'Al-Magharibia avec Salim Saleh, avant d'en faire partie moi-même. Al-Magharibia a tout de suite inquiété. Alors au point où ces journalistes ont presque tous été approchés, si ce n'est pour essayer de les corrompre et donc de les démobiliser, du moins pour les menacer. Pour les menacer, certains ont même connu la prison. Je rappelle le Boras, notre confrère Boras, qui était inscrit à l'actif d'Al-Magharibia,
qui a été emprisonné, et le chef du gouvernement de l'époque, M. Ouyahia, si vous vous rappelez, il avait dit oui, je n'ai pas à me justifier, nous l'emprisonnons parce qu'il fait partie de Qanat al-Adou, il fait partie de la chaîne des ennemis. Nous avons la vidéo d'ailleurs. Voilà. Il a assumé. Oui. Il n'a pas dit les ennemis de l'Algérie. Ça veut dire les ennemis du régime. Tu dois te défendre. Celui avant lui, pareil. Il a parlé de Maghrébia. Avant cela, le ministre de la Communication avait parlé de Maghrébia. Il y a eu une... Hamid Green. Oui. Il y a eu une circulaire, un communiqué circulaire du ministère de la Défense nationale qui a été affiché dans toutes les casernes d'Algérie et dans toutes les administrations militaires du pays, dans tous les foyers notamment, pour interdire de diffuser des programmes d'Al-Maghrébia aux troupes. Il y a eu, et ça les Algériens le savent, qui nous entendent, ils pourront témoigner eux-mêmes, au moment où le Maghrébia avait atteint un audimat absolument incroyable, très 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 loin devant la meilleure chaîne qui venait en deuxième position. D'ailleurs, même en dehors de l'Algérie. Même en dehors de l'Algérie. Parce qu'il ne faut pas oublier toutes les causes maghrébines et aussi tout ce qui s'est passé au sein de la diaspora. Le Maghrébien était toujours là. Bien sûr. Le Maghrébia, à un certain moment, était la première chaîne de la diaspora en France et au Canada. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? Vous savez, en Algérie, c'est connu. La plupart des cafés ont des chaînes de télévision, des télévisions dans leur café, dans leur salle. Pas que les cafés d'ailleurs, hein. Des salons de coiffure, même les boucheries maintenant. Mais partout. Surtout les cafés, parce que les gens aiment bien se rencontrer dans le café pour débattre, un peu discuter ce qui se dit, le Maghrébia. Et quasiment tous les cafés, ils en ont fait un outil de publicité. Celui qui n'avait pas le Maghrébia, un café, il n'avait pas beaucoup de clients. Et donc tous les cafés étaient bondés de gens qui aimaient bien regarder le Maghrébia et discuter entre eux. C'était vraiment une agora politique. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des agents des impôts, ils ont envoyé des policiers, ils ont envoyé des gens de toutes sortes pour demander aux tenanciers des cafés de ne plus passer le Maghrébia s'ils ne voulaient pas avoir d'ennui. Ça s'est passé comme ça. Alors, ensuite, pendant le Hirak, je rappelle, et j'en aurais fini là pour laisser votre invité s'exprimer, pendant le Hirak, tout le monde a remarqué que le Maghrébia était devenu, comme ils disent d'ailleurs Homa, Maghrébia Qanat Shab, le Maghrébia, la chaîne du peuple. Pourquoi? Parce qu'il était devenu une sorte de quartier général du Hirak où tout le monde se rencontrait. Les invités, les principaux leaders du Hirak, pendant le standard ouvert au public le soir, ça se bousculait, des interventions de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Nord, du Centre. Et Maghrébia, je le rappelle, Houssine, était en train de véhiculer un slogan maître, un slogan principal du Hirak, Silmiya, Silmiya. Oui. Ça veut dire qu'on a répété des centaines de fois, attention à la violence, parce que s'il y a de la violence dans le Hirak, cela va se retourner contre le peuple et arranger le régime. Et donc, quand M. Gaïd Salah avait décidé, Feu Gaïd Salah avait décidé de porter Tebboune au pouvoir, il y a eu un boycott massif. Et comme ils voyaient que le Maghrébia était très suivi avant le boycott, ils ont fait en sorte de demander à Eutelsat ou à des milieux officiels en France, on ne va pas rentrer dans ça, puisqu'on ne sait pas, de faire cesser le Maghrébia. Et le Maghrébia a été suspendu une première fois, à la veille de l'élection de Tebboune, de la première. Et comme par hasard, à la deuxième élection présidentielle de Tebboune, à la veille de l'élection, nous savons aujourd'hui que l'ANIRA, qui se dit Agence nationale pour la régulation de la communication, mais en fait c'est un relais de la censure, a contacté Eutelsat pour lui demander de mettre fin à cette... Et d'ailleurs, vous avez la lettre sous les yeux, si vous voulez la lire tout à l'heure, où elle demande à Eutelsat de suspendre
C'est une sommation qu'elle lui a faite, de suspendre impérativement. Elle lui a donné 4 jours, je crois, ou 24 heures. Sinon, elle exercera contre elle des représailles commerciales, c'est-à-dire elle va retirer toutes les chaînes algériennes ou pseudo-algériennes qui émettent depuis Eutelsat. Voilà, j'en ai fini. Sinon, Jamel-Din, qu'est-ce qu'on reproche concrètement à Al-Magharibia, justement? Puisque vous êtes en train de dire que Al-Magharibia est là justement pour couvrir tous les événements qui intéressent la diaspora, qui intéressent les Algériens la suivent partout, dans les cafés, etc., chez eux. Les questions maghrébines, tout ce qui concerne le Maroc, la Tunisie, la Libye, la Palestine. Pourquoi on reproche, qu'est-ce qu'on reproche à cette chaîne? C'est très simple. On reproche à cette chaîne la même chose qu'on a reproché à Maghreb émergent. Par exemple, Hassan El-Qadi. Hassan El-Qadi, dont tout le monde connaît la sincérité, l'intégrité et les orientations politiques, ses sensibilités politiques. C'est un républicain, c'est un démocrate. Ils l'ont censuré, ils lui ont fermé sa boîte, ils l'ont condamné à 7 ans de prison avant de le faire profiter d'une grâce. Pourquoi? Parce qu'il est dérangé. Parce que ce régime est une médiocratie doublée d'une mafiocratie. Et ça, je ne pense pas que ce soit du terrorisme que de le dire. Mais Anira et le régime algérien, pour demander à Eutelsat de mettre fin. C'est ça, oui. Alors, qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Ils ont dit, c'est des terroristes, c'est des gens qui appellent à la haine, c'est des gens qui appellent à la violence, c'est des gens qui appellent à l'anarchie. Alors que moi personnellement, il m'est arrivé donc de discuter dans un certain rassemblement de tout ça. Je leur ai dit, il faut demander à l'ANIRA et au régime algérien de vous fournir des arguments, des preuves, parce que nos émissions sont enregistrées. Les archives existent depuis la première émission jusqu'à l'actuelle. Et le régime algérien, au lieu de faire cesser El Magharibia de façon illégale, illégitime, abusive, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? D'ailleurs, ce que lui a dit Eutelsat en première instance. Ils lui ont dit, écoutez, allez à l'Ofcom. L'Ofcom, c'est l'organe de régulation britannique. Mais là, c'est un vrai organe de régulation. Il ne joue pas, il ne se fait pas acheter, il ne se fait pas appeler au téléphone. Ils lui ont dit, allez voir l'Ofcom. S'il nous donne des preuves que ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire incitation à la haine, appel au terrorisme, appel à la violence, oui, on arrêtera. Mais ça doit être en tous les cas une action de justice. C'est sur un jugement de justice qu'on pourra les chasser du satellite. Ça n'a pas été le cas. On arrive justement à cette affaire de justice, Jamel-Din Benchenouf. Tu as suivi un peu cette affaire, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui d'ailleurs. Comment justement vous jugez cette... Eh bien, donc, le Magharibia contre Eutelsat. Le Magharibia, Viewgate, qui est la société qui dispose de cette chaîne, a attaqué Eutelsat pour dépassement, pour violation du droit. Parce qu'elle n'a pas le droit, en effet. Et Eutelsat a interjeté pour demander à la justice française de débouter le Magharibia de pouvoir procéder à une telle action judiciaire. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui les avons arrêtés. Ils ont rejeté la balle sur une société intermédiaire, ce qui n'est pas vrai. Et ça a été prouvé. De toutes les façons, il faut les débouter. Ils ne peuvent pas nous attaquer. Alors la justice, après des mois et des mois de manœuvres dilatoires de la part de Eutelsat. Dilatoire, pourquoi? Parce qu'ils savent que le Magharibia ne dispose pas de beaucoup d'argent, contrairement à Eutelsat, qui a tout un groupe d'avocats et qui a de l'argent à jeter par les fenêtres, contrairement au Magharibia. Alors, ils ont dit, écoutez, faites perdre du temps al Magharibia. Ils savent que ça coûte très cher, les frais de justice. Et comme ça, ils vont dégoûter, ils vont s'en aller d'eux-mêmes. Et cette manœuvre, de demander à la justice de débouter le Magharibia de son droit d'en appeler à la justice, cette fois-ci, après avoir été au fond des choses, dans ce qui concerne la forme du droit, le tribunal de commerce de Nanterre a décidé, après un argumentaire absolument admirable, où ils ont démontré
point par point qu'il est en fait une affaire de malhonnêteté et de manœuvres et de pressions intolérables et que le Magharibi est de son droit d'interjeter, de mener ce procès. Et tout laisse croire, à avoir ces premiers éléments, vous demanderez tout à l'heure à Maître Bouvis, qui est mieux informé que moi, que moi personnellement je dirais victoire pour le Magharibi. Mais attendons la suite de la procédure pour ne pas mettre la justice en porte-à-faux. Merci Djamaldine, nous allons regarder cette petite infogramme justement. Bien que n'ayant pas suspendu par elle-même la diffusion de la chaîne El Magharibiya, l'intervention de Eutelsat a eu pour conséquence de déclencher l'arrêt de la diffusion. Pour sa part, Viewgate a subi un préjudice du fait de cet arrêt et a un intérêt à agir au titre de la responsabilité délictuelle. En conséquence, le tribunal déboutera Eutelsat de sa demande de déclarer irrecevable l'action de Viewgate pour défaut d'intérêt à agir sur le fondement délictuel et dira que Eutelsat devra conclure au fond pour l'audience du 23 octobre 2025. Par ces motifs, après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, dit la société Eutelsat SA mal fondée en son exception de nullité et la déboute de sa demande à ce titre. Dit la société Viewgate Ltd recevable en son action et déboute la société Eutelsat SA de sa demande d'irrecevabilité. Renvoie la cause à l'audience de mise en état en date du 23 octobre 2025 à 9h15 devant la 4e chambre pour conclure au fond. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 €, dont TVA 11,24 €. C'était notre collègue Nasra Djoudi, qu'on salue. Avec nous, Maître Pierre-Henri Bouvis, donc c'est l'avocat de la chaîne Al Magharibiya. Bonsoir, Maître. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue sur Al Magharibiya. Maître, vous êtes donc l'avocat de la chaîne Al Magharibiya dans cette affaire qui l'oppose à Eutelsat. Commençons peut-être par la fin, si vous le permettez, par le récent jugement et avant le prochain qui aura lieu le 23 octobre. Pouvons-nous, Maître, considérer que ce jugement est favorable à la chaîne Al Magharibiya? Écoutez, bonjour, merci de m'inviter. Ce jugement est évidemment une très bonne nouvelle pour Viewgate, pour la chaîne, puisque comme vous l'avez très bien rappelé, le tribunal a débouté Eutelsat de ces demandes qui étaient des demandes, ce qu'on appelle dilatoires, c'est-à-dire des demandes qui cherchent à gagner du temps et à essayer de retarder un maximum d'engager sa responsabilité, à essayer de tenter de s'exonérer de toute responsabilité en prétendant que Eutelsat n'avait jamais censuré la chaîne, n'avait jamais cessé de diffuser la chaîne, bref, que Eutelsat n'avait strictement rien à voir là-dedans, alors qu'il y a des documents qui sont incroyablement en sa défaveur. Je pense par exemple à un document que vous aviez diffusé déjà, qui avait été versé en procédure par Eutelsat, qui était une communication totalement surréaliste de l'ANIRA, qui est l'agence algérienne, qui demandait expressément à Eutelsat de cesser la diffusion de la chaîne Viewgate, à défaut de quoi l'ANIRA rompait toute relation commerciale avec Eutelsat. Donc on était face à un chantage tout à fait insupportable qui mêlait en même temps les affaires et la politique et qui donnait à Eutelsat un rôle évidemment qu'elle n'a pas, un rôle institutionnel, juridictionnel. Bon. Eutelsat, sans le moindre accord, sans la moindre décision de justice, a pris le risque de cesser la diffusion de la chaîne Al Magharibiya. Alors après, peu importe si des intermédiaires sont intervenus dans la cession de la chaîne,
peu importe les moyens. À la fin, c'est Eutelsat qui a appuyé sur le bouton. C'est Eutelsat qui a demandé de cesser la diffusion. Et donc, c'est ce que reconnaît le tribunal à travers ce premier jugement, qui est une première étape, que Eutelsat s'est exposé, Eutelsat a pris la décision de cesser la diffusion de la chaîne, Eutelsat s'est engagé sa responsabilité sans la moindre décision de justice derrière, et donc Eutelsat devra engager sa responsabilité délictuelle pour indemniser Viewgate qui a subi un préjudice. C'est écrit noir sur blanc dans ce premier jugement, et donc nous attendons maintenant les prochains débats qui vont intervenir à partir du 23 octobre et qui vont se dérouler sur les ensuite prochaines semaines et prochains mois pour déterminer le cadre, les contours des préjudices subis par Viewgate, c'est-à-dire la société qui détient la chaîne, mais surtout, ce qui est essentiel, pour condamner Eutelsat à rétablir sous astreinte, moi c'est ce que je demanderais, le rétablissement de la chaîne sous astreinte, une astreinte conséquente pour que Eutelsat maintenant cesse cette attitude tout à fait insupportable d'agir en dehors du cadre légal et de respecter le processus. Si Viewgate ne respecte pas, si la chaîne ne respecte pas telle ou telle loi, cadre législatif, elle ira s'en expliquer. Et il y aura un débat contradictoire et un juge passera. Mais on ne fonctionne pas comme ça en dehors de tout cadre législatif. Et surtout, on ne cède pas à un chantage insupportable comme l'a fait Eutelsat. Très bien, maître. Restez avec nous, maître. Je reviens vers vous tout de suite parce que j'ai une autre question. Merci. Avec nous, maître Aïssa Rahmoun. Aïssa Rahmoun, bonsoir. Et mes salutations aux téléspectateurs. Merci. Maître Aïssa Rahmoun, on vient justement d'écouter Maître Pierre-Henri Bovis, c'est l'avocat d'Al-Magharibia. Vous, en tant qu'avocat aussi, Aïssa Rahmoun, militant des droits de l'homme, vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, comment vous avez accueilli justement cette décision, j'allais dire, et votre sentiment aussi sur ce qu'a subi Al-Magharibia? Ben, le sentiment, en tant que citoyen déjà, mais en tant que défenseur des droits humains, c'est révoltant de voir ce genre de comportement venant de l'ANIRA d'Alger, qui essaie d'avoir des bras longs sur une chaîne de télévision qui est Magharibia, qui est hébergée à l'occasion d'un contrat, des clauses réglementaires qui sont passées avec la société Eutelsat. Et quand on voit ANIRA s'ingère dans ce contrat et puis l'évocation des arguments évoqués par l'ANIRA, notamment le discours de la haine, l'apologie du terrorisme, l'atteinte à la sécurité nationale, sont infondés au regard des émissions, de la nature des débats que Al-Magharibia assure. Après, la première décision, parce qu'il s'agit d'une décision qui ne pousse pas le fond, et l'affaire elle est renvoyée, si je ne me trompe pas, au 23 octobre de l'année en cours, pour conclure au fond. C'est une première victoire dans le sens où le tribunal avait jugé que la société Eutelsat, ces demandes étaient mal fondées en ce qui concerne l'exception de nullité. Du coup, donc, elle a débouté la société Eutelsat de ces demandes litis, et déclare que la société Viewgate est recevable dans son action, ce qui donne espoir à la procédure, et on va dire que c'est une victoire à 50%, parce que là, vraiment, comme mon confrère m'a précédé, il a très bien expliqué, c'est que le fond qui va trancher la question, et on espère que le tribunal va prendre en considération tous les arguments et les conclusions
versé par le collectif et par la défense del Magharibia. Et ça va permettre non seulement à la société algérienne, mais aussi aux Maghrébins d'avoir un autre son de cloche en termes de liberté de pensée, d'arguments, de débat et de débat contradictoire. Merci Aïssa Rahmoun. Restez avec nous Aïssa Rahmoun. Maître Pierre-Henri Bovis est de retour avec nous. Rebonsoir Maître. Alors c'était Maître Aïssa Rahmoun. Je fais les présentations Maître Bovis. C'était Aïssa Rahmoun, avocat aussi et vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme. Maître, que pensez-vous de cette correspondance de l'ANERA, justement, l'autorité nationale indépendante de régulation sur l'audiovisuel en Algérie, correspondance adressée à Eutelsat, la sommant de chasser littéralement Al Magharibia de son satellite? Écoutez, déjà dans l'ANERA, il y a un mot qui correspond à cet acronyme qui me pose question, c'est le mot indépendant. L'ANERA, en envoyant un tel courrier, une telle correspondance à Eutelsat, pour demander à Eutelsat de cesser la diffusion de la chaîne et répondre à une exigence politique, a fait tout, et sauf montrer l'indépendance. Et a exercé sur Eutelsat un chantage, une pression inadmissible. Mais en même temps, Eutelsat a cédé à ce chantage, ce qu'elle n'aurait pas dû faire. Eutelsat aurait dû se saisir des instances compétentes pour voir si effectivement Viewgate, la chaîne et Viewgate avaient enfreint tel ou tel règlement, tel ou tel décret, telle ou telle loi, s'était mis en porte-à-faux, en difficulté d'un point de vue légal, ce qu'elle n'a pas fait. Eutelsat a interrogé l'Ofcom, qui est le pendant de l'ANERA, mais au Royaume-Uni. A interrogé l'ARCOM, qui est également son pendant, mais en France. Que ce soit l'ARCOM ou l'Ofcom, les deux n'ont pas du tout été allés, ne sont pas du tout allés dans le sens de l'ANERA. Et à aucun moment ces agences-là ont confirmé la position de l'ANERA sur le fait que sur le fait que Viewgate avait enfreint telle ou telle loi. Donc c'est-à-dire que Eutelsat, en dehors de tout cadre législatif, a décidé de céder à ce chantage et a cessé la diffusion de la chaîne. Et donc a créé un préjudice évident à Viewgate, puisque maintenant, depuis plusieurs mois, évidemment, il n'y a pas de diffusion, et donc il y a tout ce préjudice-là qui devrait être chiffré. Et là où c'est une première victoire, qui est, et j'allais même dire presque étonnante, c'est que le juge de l'incident a traité de la question de la compétence et de l'intérêt à agir, en tout cas les deux incidents soulevés par Eutelsat, et aurait pu en rester là. Le juge de l'incident aurait très bien pu dire « Nous recevons ces deux incidents, nous confirmons qu'il y a bien un intérêt à agir, nous confirmons que Viewgate est bien compétente pour agir, et donc on renvoie l'affaire au fond. » Mais le juge de l'incident est allé plus loin. Le juge de l'incident nous dit quoi ? Il préjuge le fond. Il vous dit, mais premièrement, bon, il y a une capacité à agir, un intérêt à agir, mais surtout, nous voyons bien que Eutelsat a agi en dehors de tout cadre légal. Nous voyons bien qu'elle a engagé sa responsabilité délictuelle, et nous voyons bien que Viewgate a subi un préjudice. Donc en clair, il ouvre la voie au juge du fond pour entrer en voie de condamnation et répondre à nos demandes qui sont de l'ordre de deux. Un, le rétablissement de la chaîne sans délai et sous astreinte. Et deuxièmement, une indemnisation à hauteur du préjudice subi par Viewgate, et donc par la chaîne, du fait de la cession de la diffusion depuis maintenant plusieurs mois. Et ce n'est pas la première fois que la chaîne est censurée, illégalement. C'est ça. Ce n'est pas la première fois, il y a déjà eu des coupures dans l'histoire de la chaîne ces dernières années. Justement, c'était juste à la veille des élections présidentielles, puisque vous parlez, maître, justement, de cette interférence entre la justice et la politique. Oui, tout à fait. C'est ce mélange entre justice et politique qui aujourd'hui est au cœur des débats du tribunal des activités économiques de Nanterre. C'est de savoir si effectivement le politique s'est immiscé dans le juridique
et si Eutelsat a répondu à une exigence politique plus que juridique, et voir dans quelle mesure Eutelsat a répondu au cadre légal. Nous soutenons effectivement que Eutelsat s'est positionné, a engagé sa responsabilité, a fait le pari très risqué de privilégier ses relations commerciales avec l'ANIRA plutôt que de respecter le cadre légal et de faire front à une demande qui était évidemment politique plus que juridique. Et donc Eutelsat maintenant devra s'expliquer sur le fond et devra en conséquence s'exécuter face aux décisions qui seront rendues contre elle. Maître, Eutelsat justement a relayé des graves dénonciations calomnieuses de l'ANIRA qui accuse Al-Magharibia d'incitation à la haine, de violence verbale et même de terrorisme. Elle a relayé ces graves accusations dans une lettre qu'elle a adressée à l'OFCOM et à l'ARCOM, dont copie au ministre français des Affaires étrangères et de l'Europe. Eutelsat, en l'occurrence, serait-elle passible dans ce cas de poursuites judiciaires? Et ce qui est encore une fois étonnant dans ce dossier, c'est que si effectivement la chaîne a commis ces infractions, si elle a incité à la haine, si elle a diffusé des discours haineux incitant à la violence, ou que sais-je, alors elle doit s'expliquer dans un débat contradictoire, verser ses éléments de preuve, et un juge indépendant doit rendre un jugement. C'est une agence, l'ANIRA. Ce n'est pas une juridiction. Comme l'ARCOM ou comme l'OFCOM, ce ne sont pas des juridictions, ce sont des agences qui, en fonction des propos qui sont tenus, peuvent prendre demandent des mesures conservatoires, mais ensuite derrière, il y a des procédures, et ces procédures judiciaires doivent être menées. En l'occurrence, la chaîne n'a fait face à aucune procédure judiciaire. Aucune. Donc il y a ces allégations totalement, je considère moi à ce stade, totalement superfétatoires qui ont été prononcées par l'ANIRA. L'OFCOM et l'ARCOM ne sont pas du tout rentrés dans ce jeu-là, n'ont pas voulu prendre le moindre risque de qualifier tel ou tel acte d'un point de vue juridique, puisque ce n'est pas leur rôle. Donc ont simplement constaté que, effectivement, ni l'OFCOM ni l'ARCOM n'avaient eu de retour particulier sur des infractions légales de la part de Viewgate, et que donc les exigences de l'ANIRA à ce stade n'étaient pas fondées. Merci maître, restez avec nous. Aïssa Rahmoun, nous allons faire un petit débat, excusez-moi juridique, Jamal Dina, excusez-moi. On va laisser les avocats entre Aïssa Rahmoun. Alors, est-ce que la chaîne Al-Magharibia, qui a été gravement calomniée donc par l'ANIRA, ainsi que les journalistes de la chaîne, pourront-ils poursuivre justement l'ANIRA dans le pénal? Enfin, Eutelsat et l'ANIRA, pour avoir justement répondu sur ces accusations, justement, d'incitation à la haine, de violence et même de terrorisme. À l'issue du procès, je pense que oui, mais avant le procès, avant la délibération suite aux conclusions au fond du 23 octobre, même l'ANIRA elle est en capacité de se pourvoir en justice contre la chaîne Al-Magharibia, ce qui est sûr. Mais ça, cette procédure, il faudrait que ça se passe au niveau du siège social où Viewgate est installé. La même chose, après le prononcé du jugement, Viewgate, effectivement, pourrait déposer plainte au niveau de la juridiction algérienne, parce qu'il s'agit du siège social où l'ANIRA est établie, donc c'est en Algérie. Elle a les possibilités, effectivement, de déposer plainte, que ce soit en civil ou en pénal, devant les juridictions compétentes en Algérie. Sinon, cette affaire justement de Al-Magharibia, cette victoire, j'allais dire, quelles sont les répercussions par rapport à ce qui se passe en Algérie, la répression, les emprisonnements, les arrestations? Est-ce que c'est une victoire pour le peuple algérien aussi? Oui, c'est une victoire, effectivement, mais pas que sur le dossier de Magharibia contre Eutelsat et l'injonction de l'ANIRA. Il s'agit aussi dans le narratif assumé, dans la sémantique assumée par le pouvoir algérien,
Souvenez-vous qu'à l'occasion des décisions de QTF, de l'Intérieur ou au niveau du ministère de l'Intérieur, des décisions rendues par la justice française, les autorités algériennes n'ont pas cessé de dire, voilà, les décisions de Rotaillot et de son administration ont été annulées par le tribunal administratif, les tribunaux administratifs en France. Et qu'en France, il s'agit la justice indépendante a rendu de bonnes décisions, des décisions équitables. Et d'une autre part, à l'occasion du dossier qui est intenté dans le cadre du dossier de Amir Gezet, où le régime algérien dénonce la justice française. Pourquoi ? Parce que c'est le pôle terroriste qui s'est accaparé de l'affaire et qu'actuellement, selon des informations, selon des avocats des partis, il y aurait même des mandats d'arrêt internationaux qui seront prononcés par la juridiction française. Et là, ils disent que la justice française n'est pas indépendante. Donc voilà ce double standard, ce double discours qui est pratiqué par les autorités algériennes. L'effet attendu par le procès de Magharibia, dans le cas où le Magharibia aurait gain de cause, parce que là c'est une victoire à 50%, le juge il va trancher sur le fond et dans le fond de l'affaire par rapport aux demandes des deux parties. Effectivement, c'est la victoire de la liberté d'expression, d'une part. C'est la victoire contre les manipulations du régime algérien. C'est la victoire contre le discours de haine qui est celui du régime algérien. C'est la victoire de l'instrumentalisation du terrorisme, des textes de loi sur le terrorisme. C'est la victoire du peuple algérien. Parce que souvenez-vous, durant le Hirak, les Algériens scandaient le Magharibia, Qanat Shab. Et c'est la seule voie, effectivement, qui reste aujourd'hui, après la fermeture des journaux électroniques en Algérie, après la fermeture de Radio M, le Magharibia était devenu, et réellement, la dernière tribune des sans-paroles, des sans-voix. Le Magharibia qui invitait même les politiques qui sont proches du régime pour des débats à l'occasion de débats contradictoires, qui a ouvert ces plateaux à des militants de la société civile, à des activistes, à des syndicalistes, à des politiques de l'opposition, à des politiques du régime, à des anciens militaires, pour justement assurer ce débat contradictoire qui n'était pas toléré en Algérie avec leurs 22 chaînes, qu'elles soient chaînes publiques et chaînes privées. Donc la première décision du tribunal de Nanterre est une victoire. C'est une victoire, c'est une bataille de gagner. Le reste est à venir. Je pense que le dossier de fonds qui a été versé par la défense de Magharibia et les arguments soulevés tiennent la route parce qu'il y a Eutelsat n'a pas respecté ses engagements contractuels et qu'une agence extraterritoriale a pratiqué des injonctions politiques sous des menaces avec un chantage, ce qui a conduit Eutelsat à être en porte-à-faux par rapport à l'aspect légal, mais aussi à cet aspect éthique qui est la libre expression et la liberté de parole. Merci Aïssa Rahbouna. Restez avec nous. Jamaldine Benchnouf, que pensez-vous de cette décision de justice ? Très franchement, Houssine, nous tous militants pour la démocratie en Algérie, nous tous qui avons connu les pressions intolérables de ce régime, puisque beaucoup d'entre nous ont dû s'exiler
et tous nos camarades, des milliers de personnes, je rappelle, qui sont passées par la case prison. Des milliers. Je ne parle que des prisonniers de l'Hirak. Hein, je ne parle pas de ceux d'avant. Hein. Ouais. Hirak, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, des milliers de gens sont passés par la case prison et il y en a encore 200. 200 entre prisonniers politiques et détenus d'opinion. Pour nous tous, pour ces gens, pour ces camarades qui se trouvent encore en prison, qui ont été arrachés à leur famille, oui, dont on a brisé la carrière, pour tous les gens qui ont subi la censure, qui ont subi les menaces, qui ont subi les pressions de toutes sortes, jusqu'à le fameux ISTN, interdiction de sortie du territoire national. Et grâce au principal instrument du régime pour instrumenter tout cela, qui est la justice algérienne, rappelons-le, qui est une justice qui fonctionne à la sommation, qui fonctionne, comme on dit au pays, au téléphone, à l'injonction, dont on autorise les magistrats, une très grande majorité de magistrats. L'opinion publique internationale serait choquée de savoir comment fonctionne la justice algérienne. En échange de ce qu'elle consent au pouvoir politique et de son fonctionnement à la sommation, tous les magistrats sont autorisés à se livrer à la corruption la plus débridée. La plupart des magistrats, je le dis et j'assume, et je me tiens prêt à me présenter devant n'importe quel palais de justice pour répondre de ce que je dis, la quasi-totalité des magistrats sont corrompus jusqu'à la moelle en échange de services rendus au pouvoir algérien contre des militants, contre des opposants, contre des activistes politiques. Alors, à cette occasion, justement, nous qui avons connu les affres de cette justice, vous ne pouvez pas savoir aussi, mais si, j'imagine que vous le savez aussi bien que moi, tout le bien que nous avons ressenti en apprenant comment la justice française a assumé ses prérogatives, oui, de façon honorable, de façon digne, qui ne se plie pas aux sommations politiques, parce qu'il ne viendrait à l'esprit de personne en France de faire des pressions de ce type à la justice française, puisque tout récemment, un président de la République française a été condamné à de la prison ferme. Ouais. Et pire que tout ce que ces gens auraient imaginé, c'est que la justice, malgré toutes les attaques qu'elle subit de part et d'autre, y compris d'officines et de lobbies de toutes sortes, elle reste sereine, elle reste sûre d'elle-même, elle a bonne conscience et j'imagine qu'elle dort sur ses deux oreilles, contrairement à la justice algérienne, malheureusement. Voilà ce que je pense de ce verdict. Djemal, le comble, c'est que Al-Magharibia a défendu même ces gens du régime. Oui. Il a demandé à ce que justice soit faite même pour des généraux, des ex-ministres. Bien sûr. Moi, je me rappelle que dans la plupart de nos émissions, y compris des gens que nous attaquions nous-mêmes pour leur forfaiture, pour leur turpitude, pour ce qu'ils ont fait commettre d'assassinat et d'oppression à un peuple désarmé, eh bien, quand ils ont été, je rappelle qu'il y a 50 généraux parmi les plus importants du pays qui ont été jetés en prison. 3 premiers ministres, une vingtaine de ministres, peut-être 200 hauts fonctionnaires qui sont en prison par règlement de compte. Nous avons été les premiers, nous qui les avons dénoncés, à demander pour eux une justice équitable. Oui. Et nous avons pour témoins tous nos téléspectateurs, tout le peuple algérien et tous les gens qui nous suivent en dehors de l'Algérie, dans le Maghreb, en France, au Canada, aux États-Unis, etc. Et les archives sont là. Et les archives sont là, n'importe qui peut les consulter. C'est vrai. Maître Bovis, alors, qu'est-ce qui va se passer au juste le 23 octobre, maître ? Écoutez, à partir du 23 octobre désormais, maintenant, on va s'attarder au débat au fond. C'est-à-dire, concrètement, quelle est la nature de la responsabilité d'Eutelsat, en sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le juge de l'incident a déjà ouvert la voie, puisqu'il parle de responsabilité bien délictuelle.
Et donc, quel est le cadre dans lequel on va pouvoir débattre, c'est-à-dire le préjudice subi par Al-Marabia, donc la société Viewgate, qui est la partie de Mandres à l'instance. Donc, quel est le préjudice? Est-ce qu'on peut le quantifier? Est-ce qu'on peut le chiffrer? Donc, il y a plusieurs sortes de préjudices, évidemment, un préjudice économique, financier, un préjudice moral, un préjudice réputationnel, notamment. Bref, on va décliner l'ensemble de ces préjudices et on va voir si effectivement le juge du fond condamne la société Eutelsat à indemniser la société Viewgate, mais surtout condamne Eutelsat à rediffuser la chaîne Al-Marabia. Il y a un point qui est essentiel à comprendre dans ce litige. C'est d'ailleurs un argument, j'allais dire même l'argument principal d'Eutelsat. Eutelsat, évidemment, n'est pas contractuellement lié directement à Viewgate. Oui. Et ce serait d'ailleurs très hypocrite. Et c'est d'ailleurs très hypocrite de la part d'Eutelsat d'avancer cet argument. Eutelsat, c'est une société qui est propriétaire de satellites. Et donc qui met à disposition des capacités satellitaires et qui alloue des capacités satellitaires. Elle alloue ces capacités satellitaires ensuite à des sociétés qu'on appelle, vous savez, des bouquets, ce sont des sociétés écrans, qui ensuite elles-mêmes contractualisent avec différentes sociétés qui sont propriétaires de chaînes, comme Al-Marabia. Mais si celui qui détient le satellite, qui a la capacité satellitaire, décide de rompre cette capacité satellitaire, ou fait pression sur la société qui, elle, a contractualisé avec les sociétés détentrices de chaînes pour cesser la diffusion, il n'y a plus de diffusion. Donc c'est bien Eutelsat qui est à l'origine de la chaîne contractuelle. C'est bien Eutelsat qui a la capacité de cesser la diffusion ou de rétablir la diffusion. Et donc c'est ce point-là essentiel de fond qui va être débattu devant le juge du fond. Et ensuite, c'est, comme je vous l'ai dit, définir le cadre dans lequel on va pouvoir se définir pour chiffrer le préjudice et indemniser la société et surtout rétablir sous astreinte la diffusion. C'est ce que je crois que vous attendez le plus et c'est ce que le peuple algérien attend le plus, c'est le rétablissement enfin de la chaîne et donc au nom de la liberté d'expression et surtout au nom du droit de la presse. Maître, est-ce que si cette affaire, justement, à la fin de cette affaire, c'est victoire, et bien sûr, quel sera l'impact, justement, de cette victoire sur les autres affaires semblables? Parce qu'il y a d'autres chaînes qui sont dans notre schéma, dans ce genre de problème, Maître. Est-ce que ça va faire, une réaction, une jurisprudence historique, j'allais dire? Ah, mais c'est ce qu'on cherche à faire et vous avez raison d'ailleurs de le souligner. Il ne faut pas évidemment créer victoire trop vite. C'est une première victoire qui est détonnante, j'allais dire, et qui est éclatante puisque effectivement, de manière assez inédite, le juge de l'incident écarte ces incidents et reconnaît la responsabilité d'Eutelsat et surtout que Viewgate a subi un préjudice, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un deuxième juge maintenant qui va passer sur cette affaire et qui va trancher le fond et donc voir effectivement dans quelle mesure Eutelsat a succombé à un chantage et a cédé à cesser la diffusion de la chaîne et donc dans quel cadre Eutelsat va être contrainte de rétablir la diffusion et d'indemniser la chaîne. Mais vous avez raison de le préciser, c'est une affaire qui peut faire jurisprudence. Parce que nous n'avons jamais vu une chaîne privée pendant autant de temps, parce qu'on parle pas de semaines, on parle de mois et on parle d'années, puisque ce n'est pas la première fois que cette chaîne a subi une censure de la part d'Eutelsat. Donc effectivement, c'est un cas qui fera jurisprudence, qui peut, et je l'espère, et on va se battre pour, qui peut faire jurisprudence, et surtout, ce serait un coup d'arrêt à ces institutions qui s'érigent en juges et qui s'érigent en position de qualifier ce qui peut être diffusé ou de ce qui ne peut pas être diffusé en dehors de tout cadre légal et surtout en dehors de tout débat contradictoire. À aucun moment, Eutelsat n'a interrogé Viewgate pour savoir effectivement si les reproches qui lui étaient faits étaient légitimes. À aucun moment, Viewgate n'a pu s'exprimer sur ce que l'ANIRA pouvait lui reprocher. Non, un jour, vous avez découvert que la chaîne ne pouvait plus diffuser. Donc, ce serait effectivement un cas de jurisprudence et ce serait enfin un tribunal qui dirait à Eutelsat qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, qu'elle est dans un état de droit, qu'il y a des règles, qu'il y a des lois, qu'il faut les respecter et qu'on ne peut pas comme ça succomber à des chantages sur fond de relations commerciales.
Merci, maître. Bravo. J'allais vous dire, maître, merci, bravo de la part de toutes nos consoeurs et confrères. Mais on vient de m'annoncer que beaucoup d'internautes, justement, vous envoient des messages de remerciements. Et quel est votre message, justement, aujourd'hui à tous ces jeunes, ces femmes, ces personnes âgées, tous ces Algériens et autres, d'ailleurs, au Maroc, en Tunisie et partout dans le monde, qui aspirent à ce changement et à cette liberté? Écoutez, déjà, c'est un message qui me touche, puisque lorsqu'on est avocat, évidemment, c'est un dossier qu'on traite, mais derrière chaque dossier, et on ne l'oublie jamais, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des aspirations, il y a des espoirs, il y a des croyances. Donc nous, on se bat dans l'intérêt de notre client, mais évidemment à chaque fois pour poursuivre un but. J'espère, au nom de tous, qu'évidemment nous aurons gain de cause à l'issue de cette deuxième phase. Maintenant, nous avons remporté la première phase. J'espère que nous obtiendrons gain de cause sur la deuxième phase. Comme je vous l'ai dit, au nom de la liberté d'expression, du droit de la presse, au nom de tous ces journalistes qui travaillent jour et nuit pour faire vivre justement la liberté d'expression, pour permettre le débat contradictoire, c'est ce que vous avez évoqué sur votre plateau tout à l'heure, de faire votre travail d'information et surtout de pouvoir délivrer une information juste et de faire votre métier et de permettre justement à toute une génération, à des plus jeunes comme à des moins jeunes, d'avoir accès à une information libre et indépendante. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et c'est évidemment le message que je veux vous faire passer, c'est que nous, de notre côté, nous ferons tout, absolument tout ce qui est notre moyen, dans notre pouvoir pour obtenir gain de cause. Merci, maître. Bravo. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Jamaldine Benchenouf, une petite réaction par rapport à ce que maître Bovis vient de nous dire. Oui, moi je me réjouis et des attitudes comme celle de maître Bovis et des réactions de nos téléspectateurs qui sont en train de réagir, certains qui sont en train d'exprimer leur joie, de voir leur chaîne bien-aimée, pour de très nombreux parmi eux, des millions parmi eux, de voir leur chaîne annoncer qu'elle va peut-être bientôt revenir sur les ondes et non plus seulement sur les réseaux sociaux. Et je voudrais aussi exprimer toute ma sympathie pour ceux parmi nous, parmi les gens de la confrérie, comme Qadi Ihsan, qui ont subi l'atrocité de ce régime. Je rappelle que Qadi Ihsan a vu Radio M, sa radio qui était très suivie par les Algériens, et son journal Maghreb émergent fermé, et lui jeté sans ménagement en prison. Et je considère que lui aussi doit considérer cette victoire, cette première victoire d'Al Magharibia comme la sienne et comme celle de tous les hommes libres qui se battent pour une vraie démocratie, pour une vraie liberté d'expression, pour une éthique dans la profession, et que pour qu'enfin nous puissions avoir une agence de régulation à l'image de l'Ofcom ou de l'Arcom, britannique ou française, oui, qui ne se laisse pas impressionner par le régime, d'autant plus, comme l'a si bien souligné maître Bovis, que cet ANIRA se prétend être un organe indépendant, qui fait partie de son générique, hein, vous imaginez. Voilà. Merci Jamaldine. Nous sommes rejoints, Jamaldine, par Karim Tabou, opposant politique depuis Alger. Karim Tabou, bonsoir. Azoul, marhaba bik. Bonsoir, merci de l'invitation. Mes salutations aux invités et à nos téléspectateurs. Merci. Karim Tabou, vous avez vous-même été de multiples fois victime de ce régime, enlèvement, arrestation arbitraire, emprisonnement, harcèlement. Quel est votre sentiment aujourd'hui, Karim Tabou, avec cette victoire d'Al Magharibia? Victoire d'Al Magharibia ou un autre affront du régime, parce que en fait, lorsque vous menez une politique répressive qui consiste à vouloir tout contrôler, tout régenter, la société, les médias, les universités, etc., vous comprenez bien qu'à la fin, il y a des poches de résistance, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, il y a des gens qui s'indignent, et il y a des gens qui font intelligemment leur travail. Et bien sûr que vous allez encaisser des coups, hein. Bien sûr que nous sommes très... personnellement, je suis très heureux qu'il y ait ce moment, et que
même c'est une victoire d'étape. On ne sait pas les choses comment ils peuvent évoluer à n'importe quel moment, mais en lui-même l'acte est très fort parce que finalement c'est la démocratie qui reprend ses droits, c'est la libre parole qui reprend ses droits, c'est cette fenêtre qui permet de voir ce qui se passe dans ce pays parce que le blackout, l'embargo n'étant pas sur Gaza seulement. Il y a plusieurs Gaza. Certes, ce qui se passe à Gaza est d'une autre dimension. Nous l'avons dénoncé, nous l'avons condamné, etc. Mais il y a bien d'autres situations qui font que les régimes sont en train d'assiéger des populations, les surveiller, les empêcher de voir en perspective, de les empêcher de recevoir l'information sur ce qui se passe dans le monde. Lorsque vous voyez la télévision nationale, vous avez l'impression d'être aux années 70, peut-être plus. C'est la glaciation autoritaire au sens propre du terme. Donc, s'il y a des gens, et nous ne pouvons que leur rendre hommage, nous ne pouvons que les saluer pour les actes de résistance qu'ils ont fait, les responsables de Magharibia, les journalistes qui continuent de travailler dans ce média, les techniciens qui sont là à fournir un effort colossal pour nous faire arriver l'image et le son, et puis les invités qui acceptent d'intervenir dans la chaîne. C'est quand même important de le signaler. Peut-être on n'a pas la statistique officielle, mais ils sont combien ces citoyens, ces animateurs, ces hirakistes qui ont été poursuivis, et on trouve dans leur dossier judiciaire la chaîne El Magharibia a été citée plusieurs fois. Certains même, ils ont été poursuivis pour avoir fait des interventions sur le Magharibia. Donc aujourd'hui, ce n'est que justice rendue à ces militants. Karim Tabou, justement, est-ce que le régime s'attendait à cette bataille judiciaire, j'allais dire? Le régime, il donne une image, il émet une image vers l'extérieur et il tient un discours pour l'intérieur. C'est-à-dire pour l'extérieur, il essaye de s'adapter, il essaye lorsqu'il y a un vent qui souffle en faveur du tout sécuritaire, et ben il se présente comme étant un régime capable de rendre service du fait de son expérience dans la doctrine sécuritaire. Et quand il s'agit de répondre à des instituts, à des observations sur les questions économiques, eh bien, il s'adapte, il adapte sa législation à un besoin de donner une image d'un pays qui est en train de s'amender, de s'améliorer, de se remettre en cause sur le plan économique. Dernièrement, il y a eu une décision qui a classé l'Algérie parmi les pays où il fait facilement blanchiment d'argent, etc. Eh ben, immédiatement, il y a eu une loi qui a été promulguée, qui, soi-disant, qui fait que le pouvoir s'engage à combattre le blanchiment d'argent. Donc, il s'adapte. Lorsqu'il y a également un vent qui souffle en faveur de la démocratie, souvenons-nous, après ce que les médias avaient appelé le printemps arabe, qui a connu des révolutions dans plusieurs pays, eh ben, immédiatement, le pouvoir algérien avait décidé d'ouvrir comment on appelle ça, l'audiovisuel, en faisant reproduire avec plusieurs images, finalement, la chaîne de télévision, sinon plus médiocre que la chaîne de télévision. Mais d'apparence, le chef de l'État le dit lui-même, il y a 22 chaînes de télévision, et il y a combien de stations de radio, il y a combien de journaux, il y a combien de partis, et le tout étant d'émettre une image qui soit la meilleure vers l'extérieur. Par contre, vers l'intérieur, toute idée critique, tout propos de nature à remettre en cause le discours officiel, qu'il soit fait à travers un média étranger ou à travers le Magharibia, il est presque considéré comme étant un acte de subversion. Il est même considéré dans certains cas comme étant un acte terroriste, puisqu'il y a des militants qui sont poursuivis dans le cadre de la disposition de l'article 87 bis du. Donc vous voyez très bien qu'il y a une
une logique de fonctionnement comme ça à double pédale. Il y a une image qui est émise à l'extérieur et il y a une réalité à l'intérieur. Donc cette situation fait que vouloir régenter, se croire au-dessus de tout et se croire capable de fermer une chaîne dans des logiques de chantage. C'est ça, Karim Tabou, justement, pourquoi aller sur ce terrain de chantage commercial? Ils ont envoyé une correspondance à Eutelsat, donc l'ANIRA, avec des fautes d'orthographe, mais incroyables. Et pourquoi laisser des preuves comme ça? Vous savez, une fois, je me souviens, je vous cite juste cet exemple pour un peu voir comment ça fonctionne. Le lendemain de l'arrestation d'un responsable algérien que les médias avaient donné pour être quelqu'un du protocole de la présidence, accusé ou cité dans le dossier de l'assassinat d'Ali Missili, il y a eu une enquête qui a été ouverte. Je me souviens, le chef du FLN de l'époque, Jamal Ould Abbas, également, je crois qu'il était premier responsable du FLN, avait menacé d'arrêter les poursuites sous peine d'arrêter le commerce avec l'Algérie. Donc c'est une logique ancrée dans le système. Les pratiques de chantage, les pratiques de corruption, ils sont enracinés. Et donc lorsque nous voyons les courriers qui sont signés par une instance justement qui fait partie de ce décor de l'image qu'on émet à l'extérieur, et en Algérie, on donne une impression qu'il y a un haut conseil des droits de l'homme, un haut conseil de la jeunesse, il y a des instances indépendantes de l'audiovisuel, etc. Et il y a une académie de la langue berbère, de la langue amazigh, et le tout est mis en avant. Et on donne une image d'un pays démocratique, d'un pays qui dispose d'institutions indépendantes, etc. Mais en fait, les courriers, ils ont été adressés justement par cette instance qui est devenue un instrument par lequel le pouvoir a voulu exercer de la pression sur Eutelsat et sur les structures en la matière. Et le chantage d'ailleurs est que on a menacé d'arrêter les contrats qui sont passés avec justement ces chaînes dites indépendantes. Lorsque, dans des courriers officiels, des instances du pouvoir adressent un courrier en menaçant d'arrêter les accords commerciaux concernant les chaînes qui sont dites à l'origine, qui sont indépendantes, vous avez le dessin, vous avez la conclusion. Merci. Au fait, la réalité est que le pouvoir, tous ces instruments-là ne sont là que pour lui servir de décor. Donc, il a utilisé ce canal pour essayer de faire pression. Des militants, des Algériens se sont battus pour retrouver leurs droits. Et je pense que la décision qui a été prise récemment est une bonne chose. Est une bonne chose pour nous tous. Parce que si la chaîne est réhabilitée et remise en place dans le cadre du droit, très simplement, très clairement que les poursuites judiciaires qui sont décidées contre des militants à cause de cette chaîne tombent à l'eau, même sur le plan du principe. Après, est-ce qu'il tombe à l'eau? Effectivement, on sait très bien que la justice dans ce pays est devenue un instrument de répression contre des militants, contre la démocratie, contre la libre parole, contre la libre pensée. Merci Karim Tabou. Yatik Saha. Karim Tabou, vous étiez avec nous depuis Alger, opposant politique. Merci. Jamel Din, nous allons partir dans une petite pause et on revient.